Daniel Corr, vous êtes aussi connu sous le nom de Monsieur Coronavirus. Vous êtes devenu une star nationale en quelques semaines et depuis, on sait à peu près tout de vous et de vos deux chiens, deux boxers, Akira et Bunchi. Vous êtes champion d'Europe de Canicross 2019. Vous avez été délégué du CICR avant de rejoindre l'OFSP au titre de chef de la division des maladies transmissibles. Aujourd'hui, vous êtes à la retraite. Enfin, pas vraiment en réalité. Vous avez entamé une nouvelle carrière de communicant et de people, il faut bien le dire. Vous êtes jeté dans l'art pour les beaux yeux d'une assurance, je crois, et vous conseillez entre autres l'équipe de hockey du SC Berne, sans oublier une performance qui vous a valu un hommage appuyé de votre ministre, M. Berset, soit celle d'avoir changé de cravate pour chaque conférence de presse. Encore bravo. Il y en a eu des dizaines et des dizaines de ces conférences de presse. Cela a sans doute participé à votre nouveau statut de Corona Star. J'ai fait une petite recherche dans les archives de la presse romande et alémanique. Eh bien, je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez été cité entre le 15 février et le 1er juin, date de votre retraite. Vous avez été cité dans 8500 articles dans la presse romande et alémanique. Eh bien, vous avez largement battu la présidente de la Confédération, qui n'a été citée que 5700 fois. Vous avez battu M. Parmelin, qui en est à 4900. Et puis, vous avez littéralement écrasé Ignazio Cassis, qui, lui, n'a eu droit qu'à 1700 articles pendant cette période-là. Alors, je vous pose directement la première question. Est-ce que cette visibilité incroyable et soudaine que vous avez vécue, est-ce que cela crée une addiction aux médias qui nous vaut d'ailleurs le plaisir de vous retrouver ici? Bon, merci pour ces questions, mais aussi merci pour l'invitation. Non, je peux dire, je me sens pas comme star, je me sens bien connu, c'est vrai. On me reconnaît sur les routes, mais non, je suis pas un addict des médias. Loin de ça. Il faut dire, tout que j'ai fait après ma retraite, c'est toujours aussi en relation avec ce problème du Covid et avec des messages que je voulais aussi donner à la population. Surtout aussi, l'image dans l'art, c'était lié à un message aux jeunes. Mais comment est-ce que l'OFSP, notamment peut-être votre ministre, apprécie vos interventions nombreuses aujourd'hui, il est vrai, sur le Covid-19? Vous êtes encore considéré un peu comme une référence, vous vous exprimez beaucoup, on vous entend, on vous voit. Est-ce que vous avez des remarques, des retours de la part de votre ancien employeur? Pas beaucoup de part de l'OFSP. J'ai toujours encore un peu des connexions avec le département de l'Intérieur et bien sûr on s'échange. Je dois aussi dire, j'ai aucune critique à faire vis-à-vis des autorités. Je m'occupe et j'essaye d'expliquer uniquement sur la situation du Covid, comme avant, comme maintenant. Franchement dit, quand on vous a vu au début, pour beaucoup du public roman en tout cas, vous incarniez une personne plutôt très calme, très sérieuse certainement, mais vous n'étiez pas, disons, la bête de scène, comme on peut dire, comme on se l'imagine d'une rockstar. Est-ce que vous avez été vous-même surpris de votre soudaine popularité et comment vous l'expliquez au fond? Ben, oui, bien sûr, hein, c'était très surprenant et c'était pas si facile à s'habituer parce que quand on est dans les conférences de presse, ben, on voit 20 personnes, on ne sait pas que il y a des milliers de gens qui regardent et tout d'un coup on réalise, ben, c'est la moitié de la Suisse qui a suivi et oui, on s'habitue, mais je pense pas que c'est quelque chose que j'ai cherché. C'est plutôt quelque chose qui est vraiment lié au problème et lié à la fonction que j'avais. Oui, on se rappelle d'ailleurs que les chiffres des conférences de presse, en tout cas au plus fort de la première vague, ont atteint des scores absolument phénoménaux, hein, qui ont dépassé largement
C'était le double, en tout cas, d'un téléjournal qui est toujours la grand-messe quotidienne en Suisse romande. Donc, c'était vraiment un public, vous avez touché un public très, très large. Alors, vous avez touché un public très large, vous vous êtes immergé, bien sûr, dans le monde administratif, mais vous y étiez déjà hein, à Berne, mais surtout, vous avez été en contact permanent avec les médias, vous avez été hyper exposé, vous avez sans doute lu le lendemain aussi les comptes rendus, vu les émissions. Qu'est-ce qui a changé dans votre regard sur les médias avec cette crise? Parce que là, vous êtes vraiment aux premières loges. Euh, oui, bon, d'abord, il faut dire qu'il y a quand même des grandes différences entre les médias. Hein. C'est déjà pas la même chose dans la Romandie comme dans la Suisse alémanique. Vous pouvez préciser? Dans la Romandie, comme aussi la partie suisse francophone, elle était beaucoup plus touchée. J'ai eu l'impression que les médias, c'était plus serein, c'était moins agressif, c'était plus lié vraiment à la problématique en soi. Donc, sur la côté alémanique, assez vite, il y avait eu beaucoup plus je dirais, des questions autour du vrai problème. Parce qu'il faut être vraiment conscient, hein, dans la première vague, la Suisse alémanique, elle était très, très peu touchée. Les médias, est-ce qu'ils vous ont bien servi? Parce qu'en fait, vous deviez communiquer au nom de la Confédération aussi, et votre espoir, j'imagine, c'est que vous soyez que votre message passe le mieux possible. Est-ce que vous avez eu droit à faire à des médias qui ont rigoureusement suivi vos propos, qui étaient, entre guillemets, dociles, ou comment est-ce que vous les avez sentis défiants? Comment vous les avez sentis? Euh, Moi, je le sentis très, très positif, surtout au début, toute la première vague, les médias, ils ont vraiment essayé aussi de transmettre les messages et c'était très important hein, parce que c'est clair, euh, la communication dans la crise, c'est quelque chose de très important. Elle peut pas résoudre les problèmes, mais elle peut et elle doit expliquer à la population où on y va, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que surtout ces épidémies, ben, sans la population, on peut pas résoudre des problèmes. Et là, je pense, les médias, ils ont fait un très très bon travail. Le problème des médias, c'est le problème de nous tous. Ça dure beaucoup trop longtemps. On est tous fatigués et c'est très difficile aussi pour les journalistes de parler toujours du même thème pendant des mois et des mois. Et ça s'explique aussi un peu pourquoi maintenant on voit de plus des articles qui sont un peu, je dirais pas directement liés au problème. Est-ce que vous avez l'impression que le ton des médias a beaucoup changé? Il était, disons, il était relativement suiveur, à expliquer les mesures au début. Aujourd'hui, on voit que le discours est, tout est beaucoup plus polémique, les médias aussi. Est-ce que vous voyez beaucoup de dérapages? Ouais, je dirais pas dérapage, mais on voit dans les médias exactement le même phénomène qu'on observe maintenant aussi dans la population. Hein. Il y a beaucoup plus de polémiques, il y a beaucoup plus de discussions, aussi des discussions justifiées. Hein. Il faut pas dire que toutes les discussions ne sont pas justifiées. Il y a beaucoup de choses qu'on doit discuter, mais ça amène aussi, bien sûr, à une discussion peut-être un peu plus agressive et des divergences des avis qui sont pas toujours très utiles. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui refusent le masque aujourd'hui, ceux qui refusent les vaccins, ceux qui disent finalement les hôpitaux, écoutez, on ne voit pas les morts dans la rue, et dans les hôpitaux c'est incertain, enfin tous ceux qui nient ce phénomène, comment vous expliquez ça? Vous venez de passer des mois et des mois à prouver, à établir une réalité et vous avez ce type de réaction. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens? Bon, tout d'abord, il faut être conscient, hein, dans tous ces problèmes, il y a toujours une petite minorité qui s'oppose à tout, qui croit rien. Ça, c'est rien de nouveau et c'est pas exceptionnel. Le problème, c'est si ces groupes deviennent missionnaires, si ces groupes, ils ont de plus en plus de gens qui suivent, qui sont mécontents. Et je pense qu'il faut surtout travailler avec ce deuxième groupe, d'expliquer, réexpliquer et aussi prendre sérieux parce qu'il y a beaucoup de choses
maintenant qui sont difficiles et qui sont très sérieux, qui sont des vrais problèmes. Là, je vous cite un exemple. Les besoins de la jeunesse, avoir des contacts sociaux, c'est des besoins totalement légitimes. Mais maintenant, c'est très, très difficile pour eux. Et on peut pas demander des jeunes de 20 ans de vivre comme des gens à 65 ans. Alors, Monsieur Koch, la question maintenant, est-ce que vous nous avez toujours dit la vérité pendant toute cette période, pendant toutes ces conférences de presse? Bien sûr, j'ai toujours dit la vérité, ça qui veut pas dire que j'ai toujours tout dit, mais personne dit toujours tout, parce que ça serait bête. Mais j'ai jamais menti et j'ai toujours dit ça que je pensais dans le moment, c'était juste et vrai. Bien sûr, aujourd'hui, je dirais peut-être des choses un peu différemment, mais sur les lignes, les grandes lignes, je changerai rien. J'ai toujours dit la vérité. Vous avez été mis sous pression par vos chefs, par les politiques, qui, on le sait, n'étaient pas forcément toujours de l'avis des scientifiques et qui voulaient un certain discours pour obtenir un certain résultat. Vous étiez là entre les deux. Est-ce que parfois on vous a un peu tordu le bras, comme on dit? Non, je pense pas. Au moins, moi, j'ai jamais senti. Bien sûr, on n'avait pas toujours exactement les mêmes avis, mais finalement, il faut reconnaître euh, la crise, elle était menée par les politiciens à la fin. C'est eux qui ont la responsabilité et j'ai toujours pu respecter aussi les décisions qu'ils ont prises et être derrière ces décisions et les communiquer, même si moi, des petites choses, j'aurais fait différemment. Donc vous n'avez jamais été contraint d'aller à l'encontre de votre conviction, jamais. Non, jamais. D'accord. Alors, si on prend un point ou deux précis, le premier point, on peut dire noir de votre communication, vous a été mis en cause un petit peu par la suite, ce fut la question des masques, évidemment. En avril, vous affirmiez encore qu'ils ne servaient pas à grand-chose, ces masques, pour les personnes saines, et qu'ils pouvaient même être dangereux s'ils étaient mal utilisés. Et puis, quelques semaines plus tard, quand enfin les masques étaient disponibles, hein, eh bien, soudain, on les a rendus obligatoires. On a estimé que c'était un apport essentiel, très important dans cette lutte contre le coronavirus. Franchement, vous ne nous avez pas mené un peu en bateau, là? Non, pas vraiment pas. Il faut dire, au début, on avait très peu évidence que les masques portés dans le public apportent grand-chose et ce serait faux qu'on aurait commencé avec les masques. Tout le monde aurait pensé les masques, c'est l'outil miraculeux et ça sauve tous les problèmes et c'est pas vrai. C'est maintenant pas vrai non plus, mais maintenant, on a déjà expliqué à toute la population qu'est-ce que c'est avoir la distance, les limites, l'hygiène des mains et toutes ces choses qui sont très, très importantes pour que la population comprenne comment le virus il se transmet. Et après ça, quand c'était logique, on a dit, OK, les masques, quand il y a un peu plus d'évidence, ça fait un appui. On a communiqué, c'est un appui supplémentaire. C'était beaucoup plus tard que c'est devenu obligatoire dans les transports publics, peut-être un peu trop tard, parce que les gens, ils portaient pas des masques dans les transports publics parce qu'ils croyaient pas que c'est utile, ils se gênaient. Et dès que c'était obligatoire, ils le portaient sans avoir des grands problèmes. Je pense que c'est encore aujourd'hui très important aussi de dire aux gens, oui, il faut porter les masques partout où c'est recommandé, mais il ne faut pas croire qu'avec les masques, le problème est résolu. Il faut maintenir l'hygiène des mains, il faut maintenir la distance et il faut vraiment faire attention à ça, aussi à la séparation des générations parce que le masque seul, ça ne résout pas le problème. Mais excusez-moi de vous relancer là-dessus, mais enfin, si les masques avaient été là au début de la crise, vous les auriez pas recommandés, vous auriez dit, bah, écoutez, ils sont potentiellement dangereux, etc. Est-ce qu'on n'aurait pas insisté pour que la population se protège avec des masques?
Non, parce qu'à l'époque, c'était vraiment pas l'histoire que on voulait avoir en avance. Vraiment D'accord. pas. Et bon, on a déjà discuté les masques en 2007 et déjà là, on a dit la même chose. On a dit, c'est bien que les gens, ils ont un petit stock de masques à la maison. Personne l'avait après. Et c'était pour dire, si vous êtes malade et si vous allez vous rendre chez les services médicaux, là, vous aurez déjà une masque à porter. Donc finalement, si je comprends bien, la pénurie tombait très bien parce que ça vous permettait d'échelonner un peu d'échelonner votre action. Je passe à la deuxième. Oui, oui, on est d'accord. On est d'accord. Je passe à la deuxième déclaration qui a aussi là fait pas mal de bruit que vous avez faite. Il n'y a pas de risque à ce que les grands-parents embrassent leurs petits-enfants, mais les grands-parents ne peuvent pas garder les petits-enfants. Vous êtes toujours d'accord avec ça? Il y avait évidemment une contradiction apparente, dire vous pouvez les embrasser, mais vous ne pouvez pas les surveiller et vous en occuper. Oui, c'est apparente, mais c'est exactement ça qu'on pense aujourd'hui. C'est vraiment toujours le cas. Les petits-enfants, c'est vrai, ils peuvent s'infecter. Ça prend plus de temps, ils s'infectent très rarement et ils transmettent très peu. Et il faut plus de temps pour le transmettre. Mais on a dit ça, donc il n'y a pas raison que les grands-parents ne peuvent pas embrasser les petits-enfants parce qu'il y a vraiment pas grand risque de faire ça. Mm. Par contre, si les petits-enfants sont gardés par les grands-parents et les parents, ils doivent l'apporter, ils doivent le chercher, il y a de nouveau un contact beaucoup plus étroit dans la famille entre les générations et ces contacts, ça on sait, on voit maintenant aussi, ces contacts en l'intérieur des familles où c'est très difficile à garder la distance à long terme. Le premier jour, ça va. Le deuxième jour aussi. Le troisième jour, on boit un café ensemble. Et c'est ça qui fait la différence. Et je pense pour ça, le message, il n'était pas faux. Vous allez peut-être croire que je cherche l'erreur, mais c'est évidemment pas le cas. Mais je me souviens que vous avez dit un moment, oui, il n'était pas nécessaire de fermer vraiment les écoles puisque justement les enfants ne sont pas contagieux, mais au fond, c'était quand même une bonne décision parce qu'elle a vraiment donné un signal. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas un double langage dans la communication? Et là, j'ai le sentiment que les gens ont fait un peu moins confiance à M. Koch qui un jour nous dit ça et un autre jour reconnaît qu'on a un peu exagéré pour essayer de faire réagir la population. C'est dangereux ce jeu. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est dangereux si ça serait vraiment le but, mais c'était pas le but, hein. C'était tout au début du confinement à la Suisse où on a discuté ça et on était d'accord que les petits enfants, hein, c'est les primaires, les écoles primaires, euh, ne portent pas un grand danger et ne sont pas les moteurs de cette pandémie. C'est toujours vrai maintenant. Mais le problème, c'était à l'époque que la France, tout le monde fermait les écoles. C'était impossible ce jour-là de ne pas fermer les écoles et c'était une décision du Conseil fédéral là, de fermer ces écoles. L'effet qu'il avait, et ça je dois reconnaître, l'effet était très bien. Parce que l'effet, c'était vraiment de faire comprendre à tout le monde, c'est très sérieux, il faut vraiment faire des grands efforts, il faut vraiment s'abstenir, aller au travail si on peut. Je pense que ces effets, elle a beaucoup aidé à la Suisse de passer les messages et de diminuer très vite la première vague. Genève a souvent pris le Conseil d'État genevois, dont nous aurons d'ailleurs tout à l'heure Mauro Poggia sera là avec nous, a souvent pris des dispositions et des mesures avant le reste de la Suisse, aussi parce qu'évidemment la situation à Genève était lourde et compliquée, mais au fond, on a l'impression que la Suisse alémanique désapprouvait ou ne trouvait ça un peu curieux. Comment est-ce que vous avez vu justement cette différence entre alémanique et roman dans la réaction? Et puis peut-être avant cela, comment vous expliquez que le virus suive littéralement les frontières linguistiques dans ce pays, qu'il est beaucoup plus agressif et présent en tout cas en Suisse romande qu'en Suisse alémanique? Commençons par cette question. Ouais, je commence avec la deuxième réponse D'accord, parce oui, que c'est volontiers. Ouais. plus facile.
C'est vrai, hein, on voit des grandes différences entre la Romandie et la Suisse alémanique. Et pour moi, un des éléments les plus importants là-dedans, c'est vraiment les épidémies. Ils sont influencés par beaucoup des facteurs. Et un facteur très important, c'est la culture et la structure familiale. Et la culture et la structure familiale dans la Romandie, elle est très différente de la Suisse alémanique. Dans la Romandie, les familles sont beaucoup plus proches. C'est beaucoup plus habituel de se toucher, d'avoir des contacts physiques entre les amis, mais aussi dans les familles. Si vous voulez, c'est beaucoup plus chaleureux, hein, comme dans tous les pays méditerranéens. Et là, ça n'aide pas. Et je pense que c'est ça une des grandes différences qui se remarque. Et on le voit pas seulement en Suisse, mais on le voit aussi si on regarde la différence entre les pays nordiques de l'Europe et les pays du sud de l'Europe. Et je pense que c'est une grande influence. Et la Suisse, elle a la frontière au milieu. Alors, Maintenant, il aurait fallu qu'on écoute un peu plus Genève, au fond. Dans la Confédération écoute un peu plus Genève, qui a pris des mesures souvent avant et qui se sont imposées à la fin quand même pour l'ensemble de la Suisse. oui, mais sur l'autre côté, il faut aussi voir, on a aussi freiné un peu Genève, qui voulait encore prendre plus de mesures et faire vraiment enfermer les gens dans les maisons, ça qu'on n'a pas fait en Suisse. Et la différence est vraiment entre la Suisse alémanique et la Suisse romande, c'est comme la Suisse romande, elle était beaucoup plus touchée, la perception de la population, elle était très différente de la Suisse alémanique. Et ça, c'est normal. Si une population est peu touchée, un problème, elle reste quelque part théorique. Et ça, maintenant, changé dans plusieurs endroits dans la Suisse alémanique avec ces deuxièmes vagues où tout d'un coup, ils ont subi beaucoup plus de cas. On voit aujourd'hui, franchement, la population ne comprend plus très bien les mesures. Il y a une polémique sur la force des mesures. À Genève, les gens descendent dans la rue aujourd'hui, hier. Euh, Vous, le spécialiste de la communication, qu'est-ce que vous faites passer comme message aujourd'hui pour ramener un semblant d'unité et de sérénité dans ce combat contre le virus? C'est une question très difficile, mais je veux vite essayer d'expliquer un peu. La communication, elle peut pas résoudre le problème, il faut vraiment des solutions derrière ça. Et pour moi, c'est clair, il faut arriver à trouver une perspective beaucoup plus positive pour communiquer à la population. Oui, ça vaut la peine maintenant de faire des efforts, mais c'est pas pour long. On a une perspective aussi à courte durée que ça va s'améliorer. Et je prends un exemple qui est probablement pas si connu dans la Suisse romande, c'est l'exemple de l'Autriche. L'Autriche dit on ferme totalement maintenant, mais il dit aussi après on va tester tout le monde et on va rouvrir début décembre. Et ça, c'est beaucoup plus facile pour une population à supporter, mais vous voyez, c'est la mesure derrière ça, la communication, tout seul, elle ne peut pas le faire. Très bien, merci beaucoup. On va voir s'il y a des questions. Il y a une main levée, mais avant cela, j'aimerais donner la parole à Jessica. Est-ce que vous avez recueilli quelques questions? Oui, alors la question de la vérité sur les masques est bien entendu ressortie, étant donné que M. Pierlucci l'a abordé, on ne va pas revenir dessus, bien entendu. Une question, sinon, M. Corr, pourquoi n'avoir jamais proposé et appuyé des distributions gratuites des masques dits chirurgicaux pour les usagers des CFF et des transports publics? C'est une question qui nous est posée par M. Bertrand Tapelet. Ça c'est une question que je pense, moi, je peux pas répondre. J'ai jamais entendu cette question, que c'était une demande vraiment de distribution, dont je peux vraiment pas répondre parce que j'ai jamais, quand j'étais à l'office, jamais entendu cette demande. Voilà, et puis nous avons une question de Ludovic Rocky qui doit réactiver son micro. C'est fait. Que nous entendons. Bonjour, Monsieur Corr.
Bonjour. Je suis Ludovic Rocky, journaliste RTS. Je veux pas paraître esclavagiste, hein, mais j'ai une question quand même. Pourquoi vous n'êtes pas resté en poste? On vit, et ça a été assez dit, et par votre chef politique, M. Berset, une crise majeure, la pire depuis la Seconde Guerre mondiale. Et qu'est-ce qu'on voit? Un état-major essentiel, celui du ministre de la Santé, qui cet été est parti dans la nature. Hein. Vous êtes parti en retraite, vous avez fait de la plongée, écrit vos mémoires. Le secrétaire général, M. Berset, est parti à Swissmedic, et puis votre successeur, à peine en place, a dit « Oh mon Dieu, ça fait un petit peu trop d'heures de présence, j'ai des enfants à la maison, j'arrête. » Excusez-moi, je provoque un peu, mais ça ne fait pas très sérieux. On aurait pu s'attendre à ce que vous soyez réquisitionné, presque, puisqu'on a presque dit que c'est une guerre, en tout cas pour Macron. Enfin, pourquoi, en un mot, vous n'êtes pas resté en place? C'est tout simplement, ça ne dépendait pas de moi. Moi, j'ai prolongé et quand la première vague a été finie, et moi, j'étais déjà depuis le 1er avril plus en charge de la task force, ça faisait plus de sens pour moi de y rester. Alors que moi, j'ai plus dirigé la division et la task force, ça, c'était pas ma décision. Vous seriez resté à vous entendre? Je serais resté. Oui. Est-ce que M. Berset vous a appelé une ou deux fois pour vous demander conseil ou est-ce que vous l'avez appelé? Ça, je ne réponds pas vraiment directement, mais je suis resté en contact avec le département. Très bien. Et vos projets d'avenir? Alors, vous venez, je tiens à préciser que vous venez d'écrire un livre qui s'appelle Calme dans la tourmente, Daniel Koch, Calme dans la tourmente. C'est vrai, vous êtes parfaitement calme, toujours été très calme, même si c'était un peu tumultueux, ces discussions. Est-ce que vous avez d'autres projets là dans le domaine de la communication? Non, pas du tout, rien spécial. Je continue ça que je fais maintenant. Je réponds quand on me demande et je vais être l'homme le plus heureux quand la crise est vraiment finie et que je prends vraiment ma retraite. Merci beaucoup. Dernière opportunité pour vous, ici en tout cas, pour donner un message. Qu'est-ce que vous dites aux Suisses en cette pleine deuxième vague, qui doivent se méfier de la troisième, ou qu'est-ce que vous leur dites? Pour le moment, je pense qu'il faut vraiment faire tous les efforts pour que cette deuxième vague diminue vite. Et j'ai toujours encore l'espoir qu'après, si on prend des bonnes mesures, qu'on peut supprimer pour le reste de l'hiver une re-augmentation des cas. Mais pour le moment, tout est vraiment lié qu'on peut diminuer encore ce numéro de cas qui est trop élevé toujours encore. Et j'espère bien que ça passe avant Noël, parce que sinon, ça va être très, très difficile à convaincre la population de continuer ces efforts. Alors, M. Poggia, d'ailleurs, qu'on vient de voir, vous écoute. Pour Noël, quels sont vos pronostics? Est-ce qu'on peut préparer la fête de famille et à combien? Ça, c'est difficile à dire. Je pense qu'il faut déjà maintenant penser aussi à des fêtes de famille un peu alternatives. Surtout, il faut vraiment penser de protéger les groupes vulnérables, mais il faut pas déjà tout renoncer. J'ai quand même d'espoir que jusqu'à Noël, ça va être un peu mieux et qu'on peut quand même avoir une sorte de fête oui, qui mérite ce nom. Merci beaucoup, M. Koch. Vous restez avec nous puisque on commence maintenant le débat sur Covid-19 et médias.